Alors que le groupe Meta vient de rendre son rapport trimestriel de 2025, il est temps de faire le tour de ce qui a été dit, de ce qui a été fait par le groupe et de comment ça peut vous impacter au niveau de Facebook Ads. Avant de démarrer, je me présente, mon nom est Antoine Dalmas, je travaille chez J7 Media, qui est une agence spécialisée en publicité sur Facebook Ads. Notre objectif, c'est d'aider des entreprises à scaler sur la plateforme. Et pour vous dire, on a géré pas moins de 50 millions de dollars sur l'année précédente en budget purement Facebook Ads. Si ça vous intéresse, si vous cherchez à faire gérer vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur j7media.com ou dans les notes de l'émission. Mais aujourd'hui, je ne suis pas tout seul parce que je suis accompagné d'un collaborateur. Ça fait longtemps, un collaborateur. C'est mon boss, en fait, très simplement. Antoine Gagné, qui est avec nous pour la première fois en physique depuis 9 ans, 8 ans peut-être même. Comment ça va, Antoine? Ça va très bien. Donc, finalement, on a été capable de te faire bouger à Barcelone. On peut faire nos podcasts ici en présentiel. Enfin. C'est plus plaisant que les faire via un Zoom, hein? C'est plus plaisant et puis je peux enfin voir la qualité de tes suits. Et effectivement, ils sont de très bonne qualité. Donc, ce n'est pas juste un effet de post-prod, effectivement. Donc, c'est cool de te recevoir. Aujourd'hui, on va se parler tous les trimestres, en fait. On se parle un peu de comment ça se passe chez Meta. Ouais. Il faut savoir que le dernier épisode qu'on avait fait, on en était ressorti avec 2 points. Déjà, toutes les annonces comprenaient de l'IA, de 1. Et surtout, il n'y avait absolument, malgré des résultats faramineux, il n'y avait absolument aucune nouvelle sur les publicités en ligne, qui pourtant est le cœur du business de Meta. Donc, le rapport est sorti. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, écoute, ce qui est très intéressant, c'est qu'avant qu'on parle du rapport, j'écoutais certains podcasts que Mark Zuckerberg a donnés récemment. Il a mentionné un point qui a quand même capté mon attention. Il a littéralement dit, le volet publicitaire chez Meta est l'endroit où est-ce que je passe le moins de temps. Ouais. Et c'est sensiblement paradoxal quand tu fais 98,5% de tes revenus via le volet publicitaire de Meta, littéralement. Donc, c'est pour dire que même si ça vache à lait un peu, le volet publicitaire, Mark Zuckerberg n'y attache pas tellement d'attention. Ceci étant dit, peut-être qu'il s'est fait un petit peu taper sur les doigts après ce podcast-là, parce que cette fois-ci, Antoine, dans le rapport trimestriel du Q1 2025 qu'il a donné à ses investisseurs et aux gens qui suivent la plateforme, on en parle un peu plus. Mais ça ne change pas que le point d'ancrage, c'est l'IA. Toujours. Donc, le Metaverse, je ne sais même plus comment que ça s'appelle, tout ça, je ne sais même plus si je le prononce bien, on n'en parle plus. Ouais. Ce n'a pas été mentionné une fois d'ailleurs dans sa lettre aux investisseurs. Donc, peut-être que bientôt, ils vont changer le nom. Ça ne sera plus Facebook, ça ne sera plus Meta, ça sera peut-être quelque chose d'autre. Donc, le Metaverse, c'est oublié. L'IA est d'actualité. Et ce qui a été mentionné a été tourné autour de 5 points qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Mais avant de parler des 5 points, Antoine, je ferais peut-être un petit tour au niveau des chiffres. J'ai mon téléphone à côté juste pour avoir les bonnes notes qui sont quand même intéressantes à mentionner pour les gens, savoir si Meta est en santé au moment où on se parle. Donc, si on regarde le Q1 de l'année 2024, donc il y a 12 mois de cela maintenant, l'organisation avait terminé avec 36,4 milliards de revenus. Que ça. On s'entend, ils avaient commencé en 2023, je crois bien, l'année de l'efficacité, ou c'est en 2024. Je pense que c'était en 2023 qu'ils avaient commencé le Ouais, 2023. Donc déjà là, ils avaient été capables de bien structurer l'organisation pour avoir moins de coûts et faire davantage de profits. L'année dernière, 36,4 milliards de revenus. Au final, ils avaient été capables de générer, ou plutôt de dégager 12,3 milliards de bénéfices nets. Donc, 12,3 milliards de bénéfices nets pour une organisation, c'est assez exceptionnel. Cette année, donc 12 mois plus tard, c'est 42,3 milliards de revenus qu'ils ont été capables de générer, en croissance de 16%. Et on parle d'un bénéfice net, cette fois-ci, de 16,6 milliards de dollars. Une croissance de 35%. On parle ici littéralement d'une marge opérationnelle à 41%. C'est exceptionnel, surtout quand tu penses qu'une organisation comme Meta a atteint un niveau de croissance parmi les top 5, le top 10 au monde des entreprises. Générer autant d'argent, ça en dit long sur les capacités et l'arsenal que Mark Zuckerberg a pour faire des investissements stratégiques spécifiquement autour de l'intelligence artificielle. Quelques autres statistiques pour toi et surtout pour notre audience, je pense, qui sont intéressantes de regarder. On parle, au moment où on se parle, du DAP, qui veut dire Daily Active Users, 3,43 milliards de personnes qui se connectent continuellement à la famille des applications de Meta. Ça, c'est quasiment 50% de la planète Terre. Juste pour mettre le tout en perspective, les impressions en termes publicitaires ont fait une croissance de 5% comparativement à l'année précédente. Et si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'ils sont capables de prévoir pour la suite de l'année, on parle encore d'une croissance d'environ 15% qu'ils aimeraient avoir. Donc, globalement, si on regarde le tout, les chiffres, ce qui se passe chez Meta continue de suivre
une très bonne trajectoire, malgré peut-être les difficultés qu'ils ont pu avoir il y a 1 ou 2 ans de ça, autant au niveau politique qu'au niveau des coûts, qu'au niveau même des revenus. Ouais. L'organisation suit une trajectoire qui est assez importante et impressionnante. Et là, on revient à la prémisse initiale. Est-ce que tu te rappelles le mot qu'on ne doit pas oublier, Antoine? L'IA. Dans les rapports de trimestriels. Comment qu'on appelle ça? L'IA? C'est quelque chose de nouveau? C'est ça, ouais. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, Ok. c'est tout nouveau. Bon, OK. OK, donc ça fait partie de ce que Mark Zuckerberg a dit Mhm. et qui est important. Donc là, on a parlé des chiffres, parlons de la suite. 5 points fondamentaux qui vont être attaqués par Meta au niveau de l'IA. Par où on commence, Antoine? Est-ce qu'on a Moi, qui t'intéresse? Moi, je commencerais surtout avec le point sur lequel Mark Zuckerberg a très rapidement démarré son speech, en fait. Et je vais vous le quoter, je vais vous le traduire direct. Notre objectif est de permettre à n'importe quelle entreprise de simplement nous indiquer quel objectif elle souhaite atteindre, comme vendre un produit ou acquérir un nouveau client, et combien elle est prête à payer pour chaque résultat, puis nous nous occupons du reste. Globalement, ça, c'est vraiment genre, vous mettez votre argent, votre nom de marque, on fait le reste, littéralement, grâce à l'IA et grâce à tout ce qu'on va voir. Absolument. Ça peut paraître excitant pour des investisseurs, ça peut paraître brutal, Ouais. peut-être même pour des prestataires qui vont gérer des budgets méta comme nous le faisons, comme une majeure partie de notre audience le fait également. Donc, ça a été je veux dire, il n'est pas allé dans la dentelle, il n'est Non. pas allé avec le dos de la Bon, cuillère, ouais, il est allé vraiment, directement, voici ce qu'on essaie de faire. Donc, que tout le monde comprenne, maintenant, c'est dit. Ouais. Il n'y a plus de cachette ici. Ouais, c'est ça, il n'y a plus de cachette. Exact. Ils sont en train, depuis un bon bout de temps, de bâtir des structures, on pourrait dire, un petit peu plus techniques, si le jargon est bon ici, en littéralement enlevant quasiment la capacité de ciblage sur la plateforme. Mhm. Tu laisses la machine, avec son intelligence artificielle, trouver les bons acheteurs, trouver les bons clients qui pourraient convertir avec ton produit ou ton service via ces fameuses campagnes Advantage Plus que je sais te parler très souvent sur le podcast. Ouais. Ça, c'est compris et ça fonctionne. On va peut-être même en parler sur d'autres podcasts d'ailleurs. Mais là, maintenant, ce qui est clair, c'est que même au niveau créatif, c'est leur cheval de bataille également. À voir comment que ça évolue. On a fait énormément de tests, nous, de notre côté, avec des outils IA récemment au niveau créatif. En toute transparence, je n'ai pas été impressionné. Par Facebook Ads, ouais. Moi, je suis d'accord. Par Facebook et globalement par les autres outils. Je pense qu'il y a d'autres outils qui sont très, très beaux de l'extérieur, mais quand tu rentres dans l'application de l'exécution, de vouloir créer une bonne publicité, c'est un petit peu plus complexe. Mais je pense que ça en dit long sur la vision d'où est-ce que le groupe Meta veut s'en aller. On veut faire en sorte qu'à la fin de la journée, l'annonceur ait le moins de choses à faire, la machine soit capable de faire le plus de trucs possible. Après, maintenant, c'est de se dire, et moi, j'aime toujours le ramener comme ça pour notre audience. J'en ai parlé sur LinkedIn, j'en ai parlé dans un article que j'ai écrit pour le journal Les Affaires également. Si tout le monde maintenant a les mêmes outils, qui va être capable de se démarquer? C'est exactement ce que je pense. Ouais. Et c'est très important pour notre audience qui gère du budget média, qui fait des campagnes de pub, qui peut-être gère une équipe marketing, de se poser les bonnes questions. Ce n'est pas à cause que la barrière à l'entrée descend considérablement au niveau d'investir du budget méta que ça devient plus facile. Ça, c'est très important de faire la distinction. Ce n'est pas à cause que c'est plus facile de créer des pubs et de lancer des pubs que ça va être plus facile de générer des résultats. D'ailleurs, attends, parenthèse, juste, on ne l'a pas cité dans les chiffres, mais le prix des publicités de Meta ont augmenté à nouveau sur le trimestre de 10% par rapport à Q1 2024. En Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, c'est plus de 14%. En Europe, c'est 9%. Donc, c'est pour vous dire que ça devient plus difficile quoi qu'il arrive. Je te laisse. Absolument. Et puis, je pense que c'est très important que tu le mentionnes parce qu'on s'en rappelle, les plateformes publicitaires de Meta, Instagram, Facebook, Threads, qui d'ailleurs, faut en parler, à 350 millions de personnes qui sont sur sa plateforme maintenant et ils lancent le volet publicitaire incessamment. Ce sont des plateformes qui travaillent sur des structures d'enchères, c'est-à-dire que la meilleure publicité, le meilleur bid, pardonnez-moi l'anglicisme ici, va gagner l'impression, va gagner le fait d'être vu par un utilisateur avant une autre publicité. Donc, s'il y a plus de joueurs, ça devient de plus en plus facile. On peut s'attendre à ce qu'il y ait encore plus de volumétrie de publicité qui va être sur les plateformes de Meta. Et par extension, si une plateforme d'enchères, il y a plus de demandes qu'il y a d'offres, ben à la fin de la journée, qu'est-ce qui se déroule? Ça va juste devenir plus compliqué. Donc, on reprend un pas de recul ici. Moi, je crois que c'est une opportunité exceptionnelle pour tous les marketeurs, les direct response marketers, de se dire aujourd'hui,
OK, j'ai moins de travail manuel à faire, j'ai moins peut-être dans le futur, utilisons les bons termes ici, dans le futur, moins de travail peut-être d'exécution créative à faire, où va être le temps, où va être mon apport stratégique. Il y a énormément d'endroits. Ouais. Il y a énormément d'endroits. Donc, je pense que c'est pas le but aujourd'hui du podcast de rentrer dans le rôle de l'acheteur média dans le futur, mais on peut juste laisser le tout. On aura un épisode dessus. On aura un épisode qui va sortir dessus. Mais je laisse quand même un bon point d'interrogation ici et une grande ligne qui pourra s'écrire à travers le temps, un grand paragraphe qui pourra s'écrire à travers le temps. Il reste du travail. Il va y avoir beaucoup de travail pour vous, mais soyez certains, votre travail va changer. Donc, juste peut-être pour terminer sur la première parenthèse publicitaire, Mark Zuckerberg le dit clairement, ils sont en train de bâtir une plateforme qui, eux, l'espèrent dans le futur, va être d'une facilité absolue pour l'annonceur pour investir $1, €1 marketing et avoir $1, €1 marketing en retour dans tes poches de la manière la plus simple possible. C'est là où est-ce qu'ils s'en vont au niveau technique, mais c'est là où est-ce qu'ils s'en vont également au niveau créatif. Oui, c'est ça. On a parlé des cinq éléments d'IA qui étaient repris par Mark Zuckerberg. Pour y aller rapidement sur ce qu'on a déjà vu, on a par exemple les recommandations de publicité. Donc ça, c'est déjà des trucs où ils ont déjà eu des avancées, ils ont déjà eu des améliorations. Là, je cite encore une fois Marc, mais nos systèmes de recommandation ont construit une augmentation de 7% du temps passé sur Facebook, de 6% sur Instagram et 35% sur Thread. Et nous testons de nouveaux modèles de recommandation de publicité pour les Reels, qui a déjà augmenté le taux de conversion de 5%. Donc déjà, à qui montrer la bonne publicité, puis aussi, du coup, j'en ai parlé là, mais aussi de la création de contenu. On vient d'en parler à nouveau. Le troisième point, moi, qui m'a marqué, et ça fait toujours plaisir d'en entendre parler, c'est WhatsApp. Où Marc se dit tiens, c'est vrai que j'ai quand même 3 milliards d'utilisateurs sur WhatsApp, c'est peut-être le moment de faire quelque chose d'un peu plus commercial pour nous, parce que c'est une mine d'or, c'est juste, il sait pas trop comment y aller. Et là, il a l'air de dire que je crois que je vais créer des chatbots là-dessus, et puis ça fera... T'en penses quoi de ça? Ben, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que si on analyse spécifiquement ce qu'il dit, c'est qu'il faut comprendre l'analyse démographique et l'analyse également géographique de tout ce qui se déroule. C'est-à-dire que ce ne sont pas toutes les mêmes personnes qui vont utiliser WhatsApp pour les mêmes raisons, spécifiquement où est-ce que vous êtes situé. Donc, il cite dans sa lettre, qui est très intéressant, le pays, c'est le Vietnam ici, si je ne me trompe pas. Et bon, bref, le Vietnam et la Thaïlande, où est-ce qu'il explique que ces deux pays-là, au moment où on se parle, font partie de leur top 30 au monde des pays qui leur génèrent le plus de revenus, malgré le fait qu'ils ne sont pas dans le top 30 des pays étant les plus fortunés. Donc, la corrélation ici ne serait pas la même. Mais là, on peut se poser la question, mais pourquoi donc? Et c'est là que s'installe vraiment la dynamique qui se met en place avec la messagerie WhatsApp et la messagerie Messenger dans ces différents pays-là, où est-ce qu'il explique à quel point que ça devient un levier important pour les entreprises sur place. Je pense que c'est important aussi de comprendre où est-ce que tout ça s'en va. C'est en 2014 que l'acquisition avait été faite de Facebook à l'époque pour WhatsApp. On a sorti un 25 milliards de ses poches très tranquillement pour aller acheter l'application. Assez simple, là, il se lève un vendredi matin, on va sortir 25 milliards, on achète le tout. Ça serait plus compliqué aujourd'hui avec les régulations, mais bon, il a été capable de le faire à l'époque. Et là, pendant très longtemps, les gens se sont posé la question, quel est le business case autour de ça? Et là, on est capable de le voir de plus en plus aller. La messagerie sur Instagram s'agrandit à vue d'œil. On ne parle même pas de Messenger via Facebook. Et bien entendu, WhatsApp, c'est le plus gros des trois joueurs. Et là, de plus en plus, d'autres pays utilisent ces leviers-là pour générer de la commercialisation. Moi, je trouve ça très intéressant de voir ça parce que ça témoigne qu'il y a un business case ici. Pendant longtemps, les gens se sont posé des questions. Comment va-t-il être capable de monétiser le tout? Et je ne serais pas surpris qu'autant pour l'Europe que pour l'Amérique du Nord, on voit de plus en plus d'intégration se mettre en place à travers le temps. Nous-mêmes, chez J7, en étant une organisation qui est installée sur 2 continents, rien n'est plus simple pour des entreprises maintenant de communiquer avec nous par WhatsApp. Parce que quand ils ont un numéro de téléphone, on prend un exemple très simple du Canada, de l'Espagne, peut-être même des fois de la France, comment je peux vraiment les contacter? Ça fait aucun sens, en fait, même. Ça devient complexe. Et d'intégrer WhatsApp à tout ça peut être beaucoup plus simple pour des gens parce que, soyons honnêtes, WhatsApp est quand même utilisé par énormément de gens. Donc, je suis vraiment curieux de voir comment le modèle de monétisation va aller à travers le temps. Je crois qu'au moment où on se parle, c'est peut-être sous forme un petit peu d'abonnement. Tu peux prendre un WhatsApp Business. Oui, c'est ça, je pense. Et c'est un bon modèle d'affaires. J'imagine qu'à travers le temps, peut-être qu'il va y avoir d'autres modèles aussi qui vont s'intégrer. Mais ça, je trouve ça intéressant. Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Que le volet Messenger risque d'être une grosse partie de leur stratégie de commercialisation dans le futur pour générer des revenus pour la boîte. Donc, il en parle, ça m'a l'air d'être un point important. Un autre point également qui a été mentionné, Antoine, puis j'imagine que tu vas en parler, et j'aimerais aussi qu'on puisse discuter de ça, c'est Meta AI. J'imagine que tu l'as vu.
il y avait des énormes interrogations, autant à Wall Street qu'autant les gens en technologie dans la Silicon Valley, de se poser la question, quel est, là, et je réutilise mon terme de me pardonner l'anglicisme ici, quel est le play de Meta autour de l'intelligence artificielle? Oui, on comprend que l'intelligence artificielle s'intègre dans leur publicité. Oui, on comprend que l'intelligence artificielle s'intègre dans leur structure de recommandation pour des Reels, pour des contenus sur Instagram. Mais globalement, comment ça s'intègre pour monsieur et madame tout le monde qui veulent simplement utiliser un agent IA, comme on est capable de le voir, bien entendu, avec ChatGPT, avec Gemini, avec Anthropic. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils se sont rendus compte que l'essai de base de tester leur Meta AI sur Instagram dans la barre de recherche, sur Facebook dans la barre de recherche, sur WhatsApp dans la barre de recherche, fonctionne sensiblement bien. Ils disent qu'il y a 1 milliard de personnes qui utilisent Meta AI au quotidien. Toi, tu l'as utilisé d'ailleurs? Bien, avant de parler de l'application, moi, je te pose la question aussi. Est-ce que tu as utilisé dans WhatsApp, Instagram? Non. Et je sais qu'il faudrait que je l'utilise. Je ne l'ai pas fait. Mais ça, je te demande à toi. Mon point est le suivant. C'est exactement ça. C'est zéro intuitif. Ouais. On n'utilise pas ces plateformes-là dans un contexte de recherche. On n'a pas été habitué. Notre cerveau n'a pas été habitué. Moi, je lance encore ChatGPT. J'ai l'application de ChatGPT, je la lance par pure habitude, alors que potentiellement, Meta pourrait me le faire. Et là, maintenant, ils ont compris ça, Meta. Et là, c'est là que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'encore une fois, on revient à la fameuse stratégie de Meta. On regarde ce que les autres font, on le prend, on le fait exactement de la même chose. Ils ont lancé, il y a quelques jours de ça, je pense qu'on enregistre le 2 mai 2025 aujourd'hui, donc dans la dernière semaine d'avril, ils ont lancé leur application Meta AI, qui ultimement va être très, très similaire à ce qui se déroule avec les ChatGPT de ce monde, avec un focus sur l'audio. Et là, c'est très intéressant parce que comparativement aux applications comme ChatGPT ou Gemini, ils ont intégré à l'intérieur de cette application un fil d'actualité. Donc, ils intègrent un petit peu le volet social à l'intérieur même d'un outil IA qui s'apparente à un Large Language Model et une structure de chat, un peu comme on peut voir avec ChatGPT. Donc, je trouve ça intéressant ici de se dire, OK, on se fait dire que les gens utilisent nos solutions IA, mais c'est peut-être un petit peu contre-intuitif. Donc, on bâtit une application à part, comme on le fait un peu avec Threads. Ouais. On se rappelle, beaucoup de gens disaient, mais Threads, pourquoi vous ne l'avez pas mis sur Instagram à la place? Ouais. Exactement. Finalement, ils ont été capables de jouer le jeu, puis selon leur dire, ils ont 350 millions de gens mensuellement qui utilisent la plateforme. Quand Threads se crée, une masse critique se met en place parce qu'ils ont un outil de distribution qui est hors norme, Facebook, Instagram, WhatsApp, pour parler de tout ça, se bâtit une masse critique là-dessus. Et ultimement, 2 ans plus tard, ils sont capables, avec leur fameux playbook, d'intégrer et d'injecter une dynamique publicitaire et là, d'augmenter les revenus de la boîte. Et c'est ce que je crois va être, encore une fois, la stratégie avec l'application Meta AI, c'est de se dire, acceptons que les gens veulent utiliser l'intelligence artificielle avec une application dédiée, bâtissons cette application-là avec une vision sociale. Et si tout se passe bien, d'ici 1, 2, 3 ans, on met de la pub. Intégrons également une structure publicitaire et peut-être même il y aura un modèle d'abonnement comme avec WhatsApp. Et du coup, tu me fais penser à ce que Marc disait justement dans son post, où selon lui, le futur de la publicité serait probablement des publicités qui réagissent en fonction des interactions qu'on fait avec. Ce qui est beaucoup plus probable sur une application comme Meta AI que Facebook ou Instagram à l'heure où on se parle. C'est-à-dire que tu vois une publicité où elle va te poser quelques questions et derrière, elle pourrait t'orienter vers tel ou tel site, etc. Donc, ça fait vraiment du sens. Donc, on a parlé de Meta AI, on a parlé de WhatsApp, on a parlé de distribution et de création publicitaire. Est-ce que tu te souviens du 5e point? Le 5e point est très orienté sur leurs produits physiques, c'est-à-dire les Ray-Ban. Les ventes ont triplé sur l'année précédente. Leur Quest, qui encore une fois est capable de générer quand même une bonne partie de revenus. En toute transparence, je préfère ne pas tellement m'avancer encore là-dessus. J'ai l'impression qu'on est encore très, très loin de quelque chose qui pourrait s'intégrer à travers tout ça parce que présentement, c'est des chiffres, mais sur papier, la stratégie n'est même pas encore tellement indiquée. Peut-être, je dirais davantage pour conclure, ce que je trouve intéressant, c'est que là, tranquillement, on est en train de boucler la boucle. C'est-à-dire, on est en train de voir en termes, et là, je pense que ces épisodes-là sont faits un petit peu pour les gens qui nous écoutent, qui sont des annonceurs, qui font de la publicité, mais également, globalement, qu'est-ce qui se déroule au niveau de l'entreprise, Meta? On est en train de comprendre le bout du tunnel de
toute leur stratégie d'intelligence artificielle, oui, on l'avait compris, c'était pour améliorer l'expérience publicitaire des annonceurs. Mais là, de plus en plus, on est capable de voir d'autres types de modèles d'affaires se créer, que ce soit des modèles d'affaires d'abonnement, que ce soit une nouvelle application qui est créée pour ultimement également dégager du revenu. Et également, on voit un intérêt peut-être un petit peu plus marqué, peut-être comme je l'ai mentionné, il s'est fait taper sur les doigts, de Mark Zuckerberg via la structure publicitaire de sa boîte. Ouais. Donc, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y a plus de clarté pour un investisseur pour voir ce qui est en train de se dérouler avec Meta. Mais bon, une entreprise en santé, ça fait je ne sais pas combien d'années de suite qu'ils sont capables de démontrer un 15-20% de croissance sur le trimestre précédent. À part 2022, je pense qu'ils ont toujours été capables de le faire. Donc, ça va bien pour eux. Ils ont énormément d'argent de côté. Et quand tu génères autant d'argent, ça te permet de pouvoir prendre des risques que d'autres joueurs pourront peut-être un petit peu moins prendre dans un air où est-ce que, en ce moment, tout le monde se bat pour gagner la course à l'intelligence artificielle. Effectivement, on avait mentionné dans le dernier épisode qu'il manquait beaucoup de choses autour de la publicité. Je trouve que ces 3 derniers mois ont été vraiment copieux en termes d'annonces et en termes de nouveautés. J'ai fait une brève liste ici de tout ce qui est arrivé sur la plateforme et ce qui va arriver progressivement. On a l'attribution incrémentale. Alors, c'est vraiment la grosse nouveauté. C'est très important. J'en fais un épisode qui sortira la semaine prochaine où j'en parle pas mal sur tout ce qu'on peut savoir à l'heure actuelle. On a l'arrivée de la Shopping Advantage Plus pour la lead gen. Donc, dès que vous générez des leads, vous pouvez utiliser de la Shopping Advantage Plus. Enfin, c'est un peu bizarre comme nom, mais au moins tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est très attendu et donc c'est top que ça sorte. On a le score d'opportunité qui arrive à peu près sur tous les comptes. J'en ai déjà fait un épisode, je vous le mettrai en lien. On a le Seller Rating. Alors là, pour le coup, je trouve ça super intéressant. Toutes les entreprises qui ont des avis à plus de 4 étoiles et plus de 30 avis sur leur page Facebook, cette note arrivera sur vos publicités, s'affichera et sera donc un peu de la preuve sociale, comme pour vous dire, bon, bah, cette publicité, cette entreprise, elle a des bons avis, donc vous devriez lui faire confiance. C'est pas mal, je pense que ça va arriver, c'est ça. Ça va arriver aux alentours du 27 mai et ça arrivera progressivement sur tous les comptes. Et on a aussi, en parlant d'IA, une plateforme IA pour trouver les créateurs de contenu qui pourraient matcher avec ton entreprise pour faire justement des contenus ensemble ou des partages, etc., etc. Donc, je trouve que sur ce trimestre, on a plutôt bien mangé en termes de publicité pour la plateforme et c'est plutôt de bon augure, je trouve, pour la suite. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous donner? Non, je suis toujours très excité de bâtir une grande partie de mon entreprise autour de cette grande entreprise également. Donc, je suis content de voir que ça avance bien. Et n'ayez pas peur, les direct response marketers, les annonceurs, les mots peuvent paraître brutals, mais globalement, il y a encore de la place pour beaucoup de stratégies. On en parlera peut-être dans des prochains épisodes. Effectivement. Et je vous le rappelle d'ailleurs, si vous voulez qu'on gère vos campagnes, c'est tout à fait possible. On est expert notamment en e-commerce, en lead gen. On a géré pas moins de 50 millions de budget sur Facebook Ads uniquement l'année passée. Si ça vous dit, allez sur j7media.com ou si vous avez envie de vous former au media buying ou en tout cas de rester au plus haut niveau, j7academy.com. Tout est dans les notes de l'émission. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec moi. Merci. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Scaling. Bon media buying à tous.